le principal. Mais pourquoi vous demandez cela? Moi, je suis biologiste moléculaire, je ne suis pas économiste. Donc je ne pourrais pas malheureusement rentrer dans des détails aussi importants. Par contre, tout ce que je vais vous dire va être basé sur deux documents, ceux de la Banque mondiale et ceux de l'UNESCO, qui est donc l'agence des Nations Unies chargée de la recherche et de l'innovation. Donc, comme je le disais, je suis ancienne donc biologiste moléculaire de formation et je dirige la Fondation congolaise pour la recherche médicale ici au Congo. Je suis professeur associé à l'Université de Tübingen en Allemagne et enseignant-chercheur à l'Université Martin-Guadet, la faculté des sciences et techniques. Alors, ma présentation va s'articuler comme suit. Donc, à quoi sert la science, dans un premier temps? Pourquoi la science est liée au développement? Parce qu'on a souvent l'impression que c'est des mots creux, ça fait des belles phrases, dire science et développement. Mais il faut bien comprendre ce lien intime qu'il y a entre les deux, la place des femmes dans les sciences, parce que ça a un impact sur le développement, et le problème déjà abordé par les deux orateurs précédents, à savoir pourquoi c'est si difficile pour les Africains, et en particulier l'Afrique francophone, de décoller en sciences. Et je finirai par une conclusion. En fait, ce n'est pas une conclusion, ce seront des points de réflexion, des points de discussion avec vous. Alors, pour être sûr qu'on parle la même langue, qu'on utilise les mêmes mots, la science, c'est l'ensemble des connaissances d'une valeur universelle basées sur des études ou des observations. Ça veut dire basées sur la recherche. Donc le mot science et recherche sont intimement liés. Et on distingue différents domaines dans la science, et à ce moment-là, ça va être les sciences au pluriel. Quand on parle des sciences comme les mathématiques, la biologie, la géologie, etc. Alors, à quoi sert la science? Tous les pays ont un agenda science, un agenda recherche. Mais en fait, cet agenda répond à 4 objectifs très spécifiques et importants et incontournables. Le premier objectif de faire de la science ou de la recherche pour un pays, c'est de connaître son milieu, c'est de savoir ce qu'il y a autour de nous, de comprendre pourquoi on a cette végétation, nos sols, nos rivières, c'est comprendre son environnement, les populations, l'humain aussi, les sciences sociales sont très importantes. Ensuite, quand on a compris ce qu'on avait, il faut le valoriser. Là aussi, c'est un objectif très important des pays. On ne peut valoriser que ce qu'on a compris. Quand on a compris où sont les manques, les richesses, le potentiel, à ce moment, on demande aux scientifiques de valoriser l'existant. Ensuite, le troisième objectif, c'est innover, développer, pour aller plus loin, pour améliorer ce que l'on a. Et enfin, comme l'ont dit les autres, c'est participer au progrès mondial, à la connaissance. La secrétaire générale de Congo Sciences l'a bien dit, le partage de la connaissance, c'est très important. Donc, tous les pays ont cet agenda, mais certains l'appliquent plus ou moins bien et sont à des niveaux différents. Et donc, finalement, chaque pays construit donc sa recherche en tenant compte, puisque la science est universelle, en tenant compte de ce que les autres ont trouvé et en réfléchissant très bien, est-ce que je refais ce qu'ils ont trouvé ou pas? Donc la complémentarité, cela demande de la réflexion. Et puis, après, chaque pays doit construire son propre programme de recherche, à savoir décider s'il faut aller de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée. Ce sont des décisions tout à fait souveraines des pays. Et tout ça, ça rend indépendant. Donc,
il y a une conception très importante dans les sciences et dans la recherche, c'est que s'il y a l'indépendance, si on continue à consommer ce que d'autres produisent, on peut parler d'indépendance, ce n'est qu'un leurre dans la réalité. Et donc, me basant sur le rapport de l'UNESCO, et que donc, c'est la première des conditions au développement maîtrisé localement, et que un pays importé se dire ok, ça a été fait en Suède, donc ça marche bien, on va le faire au Congo, ça n'a pas de sens. Parce que qu'un pays, justement, peut entraîner des problèmes. Parce que l'environnement que l'on a est différent entre la Suède et le Congo, ici à la côté équatoriale, là-bas c'est une soin climatique. Donc, il ne faut pas taper que taper sur n'importe. Il faut connaître les choses, il faut que les scientifiques du pays adaptent ce qui a été fait ailleurs pour que cela rentre complètement dans les modes de vie des citoyens. Parce qu'encore une fois, la science évolue, c'est pour le bien-être de l'humanité. Alors, cette partie est très intéressante parce que là, on rentre maintenant dans la pratique. À savoir, ok, l'UNESCO fait cet agenda, c'est pas positif, il faut appliquer, les ministères ont bien leur feuille de route. Et après, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte de la mise en œuvre réelle des choses quand on regarde cette carte, les couleurs, alors, montre la distribution des chercheurs dans le monde. Plus la couleur est importante, plus le nombre de chercheurs est important. Et vous voyez bien que l'Afrique, elle n'est pas à la même. Déjà, bien en regardant cette carte, on comprend qu'il y a un problème, qu'on ne répond pas à l'agenda du progrès, rien que déjà par cette carte. Mais on va aller plus avant pour comprendre cette carte. Et on va regarder le produit intérieur brut, la recherche, les fonds alloués à la recherche et le nombre de chercheurs par pays. Donc par million d'habitants, ça c'est l'unité, c'est un indicateur pour évaluer la force de la recherche d'un pays. Donc le nombre de chercheurs par million d'habitants. Et là, alors le pointeur, je ne sais pas s'il marche bien. Alors, bon, en tout premier, on a la Corée du Sud. Le premier, la Corée du Sud. C'est la Corée du Sud qui met le plus de moyens financiers dans la recherche. 4,3% de son PIB est mis dans la recherche et il a plus de 6 000 chercheurs par million d'habitants. Et on voit que la France, par exemple, est le numéro 13 avec 4 000 chercheurs. Au début, c'était 2%, on recommandait 2% du PIB pour avoir un développement nécessaire par pays. Ils sont revenus à la baisse avec 1%. Donc, comme vous voyez, tous ces pays répondent complètement aux enjeux. Alors, on va plus avant. Je vous ai montré la carte des temps premiers, des meilleurs. Et l'Afrique, quelle est la situation? Celui qui fait le mieux en Afrique, vous vous en doutez, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a 404 chercheurs par million d'habitants et met 0,8% de son budget, de son PIB, dans la recherche et développement. Vous voyez que ce n'est pas encore les 1% demandés par l'ONU, mais ils s'en approchent. Suivi par le Kenya, avec 225 chercheurs par million d'habitants et 0,8% du PIB. Et plus on descend, en moyenne, regardez au Congo démocratique, 10 chercheurs par million d'habitants, pardon, et 0,4% du PIB. Pour le Congo, il n'y a pas de données. Continuons, on aura le temps de discuter. Continuons à essayons de comprendre la situation. Alors, on a vu que
ne répondait pas, n'investissait pas plus de 1% de son PIB dans la recherche, que l'Afrique du Sud était le pays qui faisait le mieux, mais on a vu aussi que les pays d'Afrique de l'Est envoyaient le pas et avançaient très bien. Et ensuite, on voit que l'Afrique, certes, le pool de scientifiques n'est pas très important, mais quelle est la place des femmes dedans? Parce que quand même les femmes représentent plus de la moitié de la population. Alors quelle est sa contribution dans ce pool de chercheurs pour répondre aux besoins des... C'est clair, dans le monde entier, les femmes sont sous-représentées dans les sciences, environ 30%. Mais quand on regarde, toujours pour parler dans le monde, quand on regarde les prix Nobel scientifiques, il n'y a que 6% des prix Nobel scientifiques qui ont été attribués aux femmes, et 2 fois à Marie Curie, qui est évidemment la plus célèbre des prix Nobel. La situation des femmes scientifiques africaines. Le Lesotho, la Tunisie, où vous passez cette fameuse parité, plus de 55% des scientifiques dans ces pays sont des femmes, et au plus haut niveau. Les champions derniers aussi, on a la Guinée, le Tchad en termes de pourcentage de femmes impliquées dans les sciences et dans la recherche. En ce qui concerne le Congo, on serait à 12% de femmes impliquées dans les sciences. Donc là, il y a un effort à faire. Mais quand je vois toutes les jeunes filles qui s'engagent dans les sciences, je pense que dans les années à venir, ces chiffres changeront. Toujours les points de discussion. Alors pourquoi est-il si difficile pour l'Afrique francophone de décoller dans les sciences? Alors il y a plusieurs raisons possibles. Tout d'abord, ce fameux héritage colonial avec peu de transfert de connaissances. Mais malheureusement, on a eu l'indépendance depuis les années 1960, mais je ne suis pas sûre qu'on ait, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre réelle indépendance. Parce que cet héritage colonial, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'on n'a pas appris à former des équipes de recherche. Pas former des chercheurs individualisés, mais des équipes qui commencent un job et qui vont jusqu'au bout de leur vie sur ce job. On n'a pas appris à faire ça. Ils n'ont pas transmis ça, alors que ça a été transmis au Kenya, dans les pays anglophones. Ils fonctionnent comme cela depuis des années. Ensuite, on voit qu'il y a peu de financement dans la recherche. Les autorités ne s'investissent pas beaucoup. De plus, on constate que les résultats produits par la recherche menée localement. Moi, je le vois dans mon domaine qui est la biologie, les vaccins, le traitement. Quand on a des résultats, on va les donner aux autorités, jamais, il faut les regarder avec considération. Mais si ces mêmes résultats, on les donne à l'OMS, on les redonne aux autorités, ils vont dire, ah oui, quel bon résultat. Bon. Donc, il y a un problème, il y a un manque de confiance dans les scientifiques locaux. Nous ne nous faisons pas confiance. Tout à l'heure, je crois qu'Inoani a parlé du fait que les scientifiques ne travaillaient pas ensemble. Mais c'est plus grave que ça, le milieu francophone. C'est vraiment des clubs, les gens sont tout seuls et il n'y a pas de confiance. Et malheureusement, la science, c'est le partage. Si on ne partage pas, on n'avance pas. Donc, ça, c'est un frein. Ensuite, la culture de la recherche, la critique objective. Tout à l'heure aussi, la secrétaire générale a mentionné un petit peu cela, la critique humaine. Culturellement, on n'accepte pas facilement dans le milieu francophone. J'ai travaillé dans le milieu, longtemps aussi dans le milieu anglophone, donc je vois très bien la différence. Dans le milieu anglophone, un étudiant est capable de dire à son professeur, là, vous vous trompez, j'ai lu autre chose, ce que vous dites,
c'est pas exactement ça, un tel a trouvé si peu. Au Congo, on ne va pas s'amuser à dire ça. Et donc, ce n'est pas quelque chose, ce que je vous dis là, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, mais c'est extrêmement important sur ce blocage face à la critique, parce que malheureusement, ce sont les jeunes, ce sont les nouvelles idées qui vont faire que le monde va évoluer. Donc si les maîtres n'écoutent pas les jeunes, il n'y aura pas de nouvelles idées. Les nouvelles idées, elles viennent du petit jeune qui arrive et qui pose la question la plus jeune. On se rend compte, mais c'est vrai que ne s'était jamais posé la question. On est en train de courir dans cette direction et on ne s'est jamais posé la question. Là, on n'a même pas répondu, on ne le voyait même plus. Et donc, c'est très important cette critique des jeunes, critique politique, bien évidemment, il ne s'agit pas d'être insultant, mais critique scientifique basée sur la réflexion. C'est un obstacle dont on ne peut pas critiquer. La valorisation des résultats de la recherche menée localement, j'en ai parlé. Les stéréotypes, là ça rejoint à la fois les hommes et les femmes. Une femme scientifique, c'est pas tellement c'est pas encouragé, c'est pas une carrière féminine. Est-ce que c'est une carrière féminine en 2020? Je ne sais pas. Le leadership et le modèle. Ça aussi, ce n'est pas définitif. Parce que quand vous vous construisez, vous êtes tous très jeunes, mais quand vous vous construisez, vous avez besoin d'avoir des modèles. Vous avez besoin, pas vous, moi aussi, j'ai eu besoin de me dire, j'ai envie de faire comme X. J'ai pas envie de faire comme Marie Curie. Marie Curie, elle est trop loin de moi. Elle est polonaise, elle est à Pasteur, elle a un environnement trop éloigné du mien. Donc c'est un petit peu difficile de m'identifier à elle. J'ai besoin de m'identifier à quelqu'un qui partage mon environnement. Et ça, malheureusement, en sciences, on a peu de modèles. Alors comment voulez-vous que les jeunes rêvent de rentrer dans les sciences quand ils n'ont pas de modèles? Ou les modèles qu'ils ont, c'est des modèles de précarité et de difficulté. Donc, il y a un besoin de valoriser ces carrières, de valoriser les leaders en sciences. Pour finir, encore une fois, ce ne sont pas des conclusions, parce que je ne peux pas conclure, c'est des points de réflexion. Donc, que l'efficacité de la recherche conduite localement dans nos pays ne se réduit pas au temps des crédits, parce que j'entends malheureusement beaucoup dire « Ah, le gouvernement ne donne pas assez d'argent, alors on ne peut pas faire de la recherche ». Ce n'est pas vrai. Je maintiens, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout ne se résume pas à l'argent. Là aussi, votre collègue l'a dit, il faut aussi qu'on change notre manière de réfléchir. Un scientifique est programmé, l'argent que va donner le gouvernement n'est jamais suffisant. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, que ce soit en Australie, que ce soit en Europe, c'est la même chose. Le scientifique se plaindra toujours, il n'y a pas assez d'argent pour conduire ce que l'on fait. Donc on doit essayer de faire avec ce que l'on a et faire travailler sa tête pour aller chercher des financements, parce qu'il y a des poches de financement internationaux ouverts à tout le monde pour pouvoir conduire une recherche. Donc, ça c'est un premier point, et je le maintiens. Aide-toi, c'est peut-être pas le lieu, Lucie t'aidera. Il faut commencer par écrire des projets, aller chercher l'argent, et puis le reste suivra. Donc, ça, ensuite, ok, même quand il y a un petit peu d'argent, je sais, je ne dis pas que je suis sûre, je sais qu'il est possible, quand même, de produire une recherche de qualité au Congo, par exemple. Ça, je peux vous l'assurer. Ensuite, quand on reçoit des fonds étrangers, il faut aussi qu'on apprenne peut-être
à les utiliser correctement pour faire ce que l'on a dit qu'on allait faire. Et donc, là, ça rejoint l'idée de la coopération avec, parce qu'on aime beaucoup, par exemple au Congo, parler du bilatéral. On attend que les partenaires au développement nous assistent. Quand je suis en Allemagne, en France ou ailleurs, je n'entends jamais parler des partenaires au développement. Mais quand j'arrive au Congo, on attend tous les partenaires au développement. C'est un peu curieux. Mais, toujours est-il, ok, les partenaires au développement, mais comment utilisons-nous, nous scientifiques, cette aide? Et là, je reviens à l'héritage colonial, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas un jeu biaisé là, où finalement, on reste dépendant intellectuellement et scientifiquement, donc, où on nous donne le nécessaire pour avoir l'impression de faire quelque chose, mais qu'en réalité, il ne se passe pas rien. Donc, je pense qu'il faut revoir la manière d'utiliser, de collaborer, les collaborations avec nos partenaires. Parce qu'au final, ça conduit à quoi? Les trois quarts peut-être d'entre vous, vous vous dites, ok mon Dieu, pourvu que j'ai une bourse et puis que je quitte le pays parce qu'il n'y a pas d'espoir. Ça conduit à quoi? Vous êtes très intelligents, c'est d'autres qui vont profiter de vos cerveaux. Et ça, ce n'est pas acceptable, la fuite de cerveau. Mais si on ne fait pas attention, malheureusement, c'est ce qui se passe. Je donne pour finir, c'est la fin. Juste un exemple pour le bilatéral. J'ai fait ma thèse en France, ma thèse de doctorat en France. En français, bien évidemment. Mes collègues qui ont eu le doctorat en même temps que moi, je finissais mon doctorat, on disait, bon Francine, tu vas rentrer au Congo, tu vas rentrer en Afrique, ok, c'est très bien, tu as un bon doctorat. Mes collègues français devaient aller aux États-Unis ou en Angleterre, pourquoi? Pour parfaire leur anglais. Parce qu'en France, ils ne pouvaient avoir de position, de poste correcte que s'ils avaient une thèse et qu'ils étaient parfaitement bilingues en anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue de la science. Mais moi, on ne m'a pas, tu n'as pas besoin de l'anglais, tu rentres chez toi. Et si on n'est pas malin, on croit cela. Et on rentre et on arrive avec des enseignants ici qui ne parlent pas un mot d'anglais. Et alors, comme on dirait, ils jouent dans quelle ligue? Les autres jouent dans la première division. Et nous aussi, on jouera toujours dans la dernière ligue. Voilà, donc on reviendra sur tous ces points. Donc, pour finir, bon, je vais juste pour le texte de dire, à savoir que, effectivement, ce slogan de l'UNESCO, de Montréal, à savoir le monde a besoin des sciences et la science a besoin des femmes. Je vous remercie.